Alors, comme dans toutes les monarchies du Conseil de coopération du Golfe, c'est une poignée de membres de la dynastie régnante c'est auprès d'eux que se décide la politique étrangère qatari. Hein. À l'exception du sultanat d'Oman, qui était la plus absolue de toutes les monarchies, des 6 monarchies du Conseil de coopération, l'émirat du Qatar a été le premier État de ces 6 monarchies à incarner et à personnifier, par la personne de l'émir, la politique étrangère du Qatar. Donc, c'est principalement au travers l'émir Hamad, donc le père de l'émir Tamim, qui a été le premier, si vous voulez, à incarner une politique étrangère très distincte du reste des autres monarchies, et qui est à l'initiative de la modernité politique de son émirat. Et d'ailleurs, il va décider de démettre son père en juin 1995 pour justement moderniser l'émirat. Hein. Et c'est sous le règne de Cheikh Hamad que la politique et la diplomatie proactive qu'on connaît du Qatar depuis maintenant plus de 2 décennies va se mettre en place. Car auparavant, la politique étrangère qatari était totalement alignée sur celle de son voisin saoudien. Donc, c'est l'émir Hamad, avec la complicité de son fameux acolyte Hamad Ben Jassem, le fameux HBJ, qui vont incarner cette diplomatie extrêmement dynamique, suractive, basée notamment sur la chaîne satellite Al Jazeera, et qui se met en place donc dès février 1996, lorsque la chaîne Al Jazeera est créée. Et c'est donc sur la base de ce duopole, ainsi que sur la base du premier homme de confiance de l'émir Hamad, à savoir Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Atiya, dont la famille est au quasi même niveau que la famille Al-Thani, la maman de Cheikh Hamad étant une Al-Atiya, et bien que se met en place effectivement toute l'exploitation gazière, donc sur laquelle va se baser la richesse de l'émirat sous l'émir Hamad. Donc voilà, ces 3 individus qui vont incarner la diplomatie qatari dès la moitié des années 90, et Sheikha Moza, la deuxième épouse de l'émir Hamad, qui est la maman de l'actuel émir Tamim, aura, elle, également un pôle d'influence considérable avec sa fameuse cité de l'éducation. Et la deuxième strate d'influence est constituée de technocrates influents, mais davantage chargés d'exécuter que de décider. Les décideurs de la diplomatie sont ceux que je viens de citer. Alors, avec l'émir Tamim, qui succède à son père, le processus est un peu le même, avec une nouvelle génération et un style plus feutré, moins flamboyant, moins tonitruant, davantage low profile que ce qui caractérisait la diplomatie conduite par Hamad Ben Jassem, et qui avait quand même considérablement agacé l'ensemble de ses voisins, et notamment des États arabes. Non, là, l'émir Tamim, qui arrive au pouvoir à 33 ans, a vraiment à cœur de pacifier les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le Qatar, et ça j'y reviendrai plus tard, se dirige un petit peu sous Tamim avec une diplomatie à la koweïtienne, de médiation, assumée, mais sans agacer les voisins outre mesure, comme cela avait été le cas sous Hamad Ben Jassem. Donc, l'émir Tamim, contrairement à son père, lui, fait carrière par le biais du sport. Hein. Il va, dès 2006, c'est lui qui organise les Jeux asiatiques, hein, ce qui n'est pas rien, donc un premier événement considérable qu'il va parfaitement organiser avec son acolyte, celui qui deviendra son vice-premier ministre et son ministre de l'Intérieur, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa, qui sera donc son ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre entre juin 2013 jusqu'à février 2020. Donc, toute une partie. Et donc, tous les deux sont sur la même ligne. Et l'émir Tamim, en 2008, va même se rapprocher
du ministre de l'Intérieur très puissant saoudien à l'époque, qui était l'émir Nayef. Et donc, ils vont instaurer un dialogue stratégique et ils vont apaiser les choses et plutôt bien s'entendre. Alors, et pourtant, on va voir que c'est l'émir Tamim qui va faire les frais immédiats de ses voisins lorsque la fameuse crise du Golfe, dont on reparlera, va éclater le 5 juin 2017 et va donc, l'émir Tamim va être l'objet d'un isolement, mais il va s'affirmer contre toute attente par rapport à ses voisins comme un vrai chef d'État, alors qu'il arrivait quand même tout jeune, sans grande expérience par rapport à son père, et que les voisins le disaient totalement manipulé par son père. Non, il va s'en sortir sur le plan intérieur, hein, comme une vraie figure emblématique de la résistance à cet embargo, et il va être aussi très respecté, il va acquérir une respectabilité régionale et internationale pour avoir résisté à cet embargo en le contournant d'une manière assez intelligente et donc vraiment s'affirmer comme un véritable chef d'État. Alors, il va s'entourer d'une équipe lui aussi très rapprochée, donc la première phase de son règne, enfin, les 7 premières années avec ce fameux Cheikh Abdallah Ben Nasser, et puis ensuite avec le ministre des Affaires étrangères, également Cheikh Khaled Ben Mohammed Al-Attia, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères et qui devient le ministre de la Défense, le ministre d'État à la Défense, puisque bien sûr l'émir Tamim, comme son père, garde le portefeuille de la défense stratégique. Et puis, il sera entouré également de son oncle, le cousin germain de sa maman, le Mohammed Ben Ahmed Al-Misnad, qui va être son conseiller à la sécurité nationale à partir de décembre 2017, donc en pleine crise avec le quartet arabe. Et on a donc une équipe resserrée autour de l'émir. Et l'émir va imprimer sa propre marque de grand diplomate reconnu à l'international au détour de la crise du Golfe, comme je l'ai dit, une crise qui est la plus absurde et la plus grave auquel ce Conseil de coopération a été confronté en 40 ans d'existence. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord mentionner que le Qatar s'est doté d'une politique étrangère à part entière lors de l'accession au pouvoir de l'émir Hamad. Qu'auparavant, évidemment, c'était une diplomatie totalement alignée sur celle de l'Arabie saoudite, car l'émirat du Qatar et le royaume d'Arabie saoudite sont les pays du Golfe qui se ressemblent le plus. Ils sont tous inspirés de la même orthodoxie conservatrice wahhabite. Ils ont les mêmes tribus. Hein, et donc, ces tribus se marient entre elles, et donc il y a beaucoup de mariages endogamiques, et c'est pourquoi, lorsque la crise du Golfe éclate, ça va être très douloureux pour les deux parties. Et c'est pourquoi aussi il n'est pas étonnant que le dénouement se soit concrétisé par un accord saoudo-qatari. Donc, voilà pour les points essentiels. Donc, en s'appuyant sur les États-Unis, qui vont presser Riyad de reconnaître le nouvel émir en 1995, eh bien, l'émir va mettre en place une politique ambitieuse de l'image grâce au phénomène de la chaîne Al Jazeera, avec une tonalité nouvelle, plurielle et critique, et donc de l'information dans le monde arabe, qui s'inspire d'un journalisme inspiré sur le modèle de la BBC, hein, où avec des débats contradictoires, avec des activistes des oppositions des différents régimes arabes, provoquant donc beaucoup de ressentiment parmi les États arabes, et au premier chef, celui de l'Arabie saoudite, mais aussi de l'Égypte et bien d'autres États. Donc, le Qatar va un peu ringardiser l'ensemble du spectre des médias arabes, alors dominés essentiellement par l'influence et l'argent saoudien. Donc, les retombées politiques d'Al Jazeera et l'exploitation des immenses richesses gazières de l'Émirat vont être aussi efficaces pour l'image internationale du Qatar, qui jusque-là était assez inconnue,
que le rayonnement et le branding de la cité-État de Dubaï, devenue une cité-monde, et qui célèbre d'ailleurs cette année aussi l'Expo universelle. L'année prochaine, ce sera au tour du Qatar de célébrer l'événement sportif international le plus regardé dans le monde, à savoir la Coupe du monde de football 2022, sur laquelle l'émir Tamim mise beaucoup. Alors, l'émir Hamad va promouvoir cette diplomatie régionale très active, de médiation plus ou moins réussie, que ce soit au Darfour, en Palestine, dans la Corne de l'Afrique, au Liban, mais aussi en Syrie, et tire le meilleur parti de la promotion de son image par le biais de sa chaîne Al Jazeera, qui fonctionne un peu, si vous voulez, aujourd'hui comme Russia Today pour la Russie, avec des interviews et des reportages de qualité, et servant donc au soft power parallèlement à l'influence grandissante économique du Qatar grâce à son immense rente gazière, son fonds souverain et le QIA, qui sert à investir dans les grandes multinationales américaines, européennes et autres. Donc la place du Qatar dans la région prend une nouvelle ampleur beaucoup plus globale lorsque s'installe sur son sol en 2002 la plus grande base militaire américaine à Al-Udeid, au Moyen-Orient, donc l'US CENTCOM, à partir de laquelle la guerre contre le terrorisme va s'organiser, que ce soit pour combattre ces cellules en Afghanistan ou pour intervenir en Irak lors de l'invasion en 2003. Mais parallèlement, le Qatar ne renonce pas du tout à parler avec les courants islamistes, bien sûr, à les accueillir, à parler avec le Hezbollah et ensuite le Hamas, à faire des médiations. Donc, le Qatar ne renonce pas du tout à sa diplomatie de médiation tous azimuts, et notamment en direction des courants islamistes, ce qui va provoquer pas mal de tensions aussi avec l'administration américaine, parce qu'ils vont trouver un peu paradoxal comme étant un petit peu un double jeu. Mais le Qatar ne l'entend pas de cette façon, considère que d'abord sa garantie de sécurité, c'est la présence américaine, et cela ne l'empêche pas non plus de faire avancer les dossiers régionaux sur une autre tonalité que celle des États-Unis. Donc c'est ça qui va beaucoup aussi agacer les voisins immédiats. Alors, donc lorsque l'émir Hamad va passer le relais à son fils Sher Tamim le 25 juin 2013, va surtout choisir de se réconcilier avec ses voisins immédiats et s'engager plus localement aussi, va se concentrer sur les affaires locales aussi. Mais la crise entre le quartet déclenchée le 5 juin 2017 par Abu Dhabi, Riyad, Le Caire et Manama contre Doha, qui vont rompre donc leurs relations diplomatiques, ce qui n'était pas une première, puisqu'il y a déjà eu une première tension diplomatique, c'était le 5 mars 2014, Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats avaient rappelé leur ambassadeur parce qu'il y avait des divergences, notamment sur la question du soutien à l'Égypte, qui avait basculé entre-temps, de passer après la révolution sous Morsi, ensuite le coup d'État qui avait été soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour porter au pouvoir le président Sisi. Le Qatar donc avait beaucoup critiqué cela. Donc en fait l'origine de cette crise le 5 juin 2017 provient de cette crise en 2014. Donc c'est la continuité. Donc, l'émir Tamim, qui lui, contrairement à Hamad Ben Jassem et son père, décide quand même d'aplanir les tensions avec les voisins, va faire les frais directement de la politique de la diplomatie tonitruante de son père et de HBJ. Et donc, c'est lui qui va subir cette intimidation de ses voisins et en faire les frais avec cet embargo décidé donc le lendemain de la rupture des relations diplomatiques, donc le 6 juin 2017. Donc cette crise, en réalité,
va quand même donner à l'émir Tamim l'occasion de se distinguer comme un véritable homme d'État. Il va surmonter cette terrible décision de tenter d'isoler son pays en réussissant à contourner l'embargo grâce à deux autres États membres du Conseil de coopération du Golfe qui ne s'alignent pas sur cette décision brutale, à savoir le Koweït et Oman, qui vont essayer un petit peu d'aider, de jouer les médiateurs et surtout permettront aussi de contourner cet embargo. Et bien sûr, le Qatar va finalement être obligé de se rapprocher encore plus de l'Iran et de la Turquie, alors que les États qui avaient du quartet demandaient au Qatar de rompre ses relations avec l'Iran, de fermer la base militaire turque, de fermer bien sûr Al Jazeera et bien d'autres demandes parmi les 13 demandes qui faisaient partie de cet ultimatum pour reprendre les relations avec le Qatar. Finalement, le Qatar ne renonce à rien et finalement, comme vous le savez, cette crise va finalement trouver une issue grâce à la réconciliation du sommet d'Al-Hula sur décision de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qui, avec l'arrivée de Joe Biden aux affaires aux États-Unis, va décider d'infléchir sa position et de se réconcilier avec le Qatar le 5 janvier 2021. Et les autres vont être forcés un petit peu de se raccrocher à cette réconciliation, et notamment les Émirats arabes unis qui l'ont fait vraiment malgré eux, en traînant des pieds, mais qui n'ont pas pu désavouer l'Arabie saoudite. Donc, le jeu régional diplomatique qatari va devenir plus que jamais au centre du jeu international aujourd'hui, puisque le Qatar va se rendre incontournable aux yeux des Américains lorsque les États-Unis de Biden décident de se retirer complètement de l'Afghanistan. Et le Qatar a, comme médiateur avec le gouvernement taliban, beaucoup facilité les choses en rapatriant des milliers d'effectifs américains sur place et en négociant pour les États-Unis avec le gouvernement taliban. D'ailleurs, il y a eu la tenue du 4e dialogue stratégique qataro-américain qui s'est tenu à Washington, D.C. très récemment, le 12 novembre dernier, où un accord de protection des intérêts américains en Afghanistan a été signé avec le Qatar. Donc, le Qatar représentera les intérêts américains. Donc, c'est un véritable témoignage de confiance de la part de l'administration américaine qu'elle porte au Qatar, donc suite à son retrait et à l'aide du Qatar. Donc, le Qatar revient au centre du jeu pour les Américains. Et ça, c'est peut-être le succès diplomatique le plus important enregistré par le Qatar au cours de ces dernières années. On avait vu certains États arabes, dont les Émirats arabes unis, qui avaient voulu faire un coup diplomatique phénoménal et qui ont réussi d'ailleurs à le faire à l'été 2020 en signant un accord de normalisation avec Israël. Mais finalement, l'État qui se rend le plus utile pour les États-Unis, mais aussi pour Israël, c'est le Qatar, puisque le Qatar est le seul État de la région à parler aux infréquentables, alors que ce soit les talibans en Afghanistan ou encore le Hamas en Palestine. Je ne pense pas du tout que l'émirat du Qatar, que ce soit sous l'émir père ou l'actuel émir Tamim, je ne pense pas que leur choix ait été motivé par des ambitions d'ordre idéologique pour soutenir les révolutions et les printemps arabes. Il s'agit et de pragmatisme. Par ailleurs, je trouve que le Qatar, contrairement à d'autres États de la région, a montré beaucoup de constance et de cohérence dans ses choix de soutenir ces printemps arabes. Non seulement ils ont soutenu effectivement les courants islamistes qui se sont retrouvés en position de pouvoir lors des transitions, à la suite des mouvements de mobilisation populaire, que ce soit en Égypte, en Tunisie. Ils ont soutenu ces mêmes courants en Libye ou en Syrie. Le Qatar a ainsi a aussi
davantage soutenu en finançant plus le parti tunisien séculariste Nida à Tunis que le parti Ennahda. C'est dire que c'est pas c'est pas la motivation idéologique qui les pousse, mais Doha a considéré qu'il fallait saisir l'opportunité des changements pour se mettre du bon côté de l'histoire. Et les voisins très hostiles à ces révolutions, comme les Émirats arabes unis et notamment Abu Dhabi, sous le leadership du prince héritier Mohammed Ben Zayed, ou l'Arabie saoudite sous le leadership du prince héritier Mohammed Ben Salman, sont quant à eux fondamentalement opposés à toute transition. Hein, car ces transitions sont immanquablement tombées sous le sceau des courants islamistes, et notamment celui des frères musulmans, qui est le courant islamiste le plus politisé, le plus à même de constituer une alternative au régime en place depuis des décennies. Hein. Mais paradoxalement, l'Arabie saoudite, lorsqu'il s'est agi de la Syrie, a soutenu les opposants contre le régime Assad. Hein. Alors, le régime Assad allié à Téhéran. Du coup, c'est le positionnement fondamentalement anti-iranien et qui prend le pas sur la position idéologique anti-islamiste du pouvoir saoudien et qui fait qu'ils vont finalement soutenir des opposants syriens qui sont majoritairement issus du courant des frères musulmans, comme le fait depuis le début d'ailleurs le Qatar, après avoir quand même tenté une médiation avec le président Assad en tentant de lui faire entendre raison, d'arrêter de tirer sur sa population, comme l'avait fait en son temps le roi Abdallah d'Arabie saoudite. Mais on connaît tous l'issue de cette dramatique guerre. Donc Doha n'a pas eu cette inconstance, mais s'est gardé de prendre position pour l'opposition au Bahreïn ou au Yémen, car ces deux pays constituent bien sûr une chasse gardée et le précaré d'influence du voisin saoudien. Donc ils ont quand même tenté de ne pas soutenir les oppositions dans ces pays. Alors, le Qatar a proposé ses services comme facilitateur entre le gouvernement libanais et les pays du Golfe engagés dans ce nouvel épisode de tension avec le Liban, et notamment auprès de l'Arabie saoudite, puisque c'est le pays du Golfe en dehors d'Oman et du Koweït avec lequel l'émir Tamim est le plus proche aujourd'hui. Mais l'Arabie considère aujourd'hui contre-productif de continuer à entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec le Liban, d'où la décision de rappeler son ambassadeur et renvoyer le chargé d'affaires libanais, et surtout la décision de stopper toute importation en provenance du Liban, sachant que le Liban exporte fruits et légumes et que le marché le plus important est le marché saoudien. Par ailleurs, il y a un demi-million de Libanais expatriés dans le Golfe, dont environ 300 000 dans la seule Arabie saoudite, le reste dans les autres pays du Golfe, qui évidemment transfèrent de l'argent pour leur famille, sachant que le Liban se trouve dans une situation économique et financière absolument épouvantable, et que donc cette nouvelle crise, à nouveau, aggrave l'asphyxie aujourd'hui au Liban. Donc le Qatar, c'est une véritable bouffée d'air pour le Liban que le Qatar propose sa médiation, son aide, et de faciliter les choses, surtout au Liban et aux Libanais. Parce que le Qatar offre ses missions de bons offices, et si l'Arabie saoudite l'accepte, eh bien le Qatar le fera avec bonne volonté, mais n'ira pas faire des pieds et des mains pour aider les Émirats arabes unis si les Émirats ne l'entendent pas. Comme je le disais, hein, l'organisation de la Coupe du Monde, c'est le défi le plus important pour l'émir Tamim, hein, qui est vraiment habité par cet événement. C'est montrer que ce petit émirat, qui est le premier État arabo-musulman à organiser un événement d'une telle ampleur, sera parvenu à parfaitement relever ce défi avec des installations et infrastructures flambant neuves,
8 stades recyclables, défi d'accueillir près d'1 million de visiteurs à lui seul, hein, donc les accueillir dans des hôtels, dans des bateaux-hôtels absolument incroyables, que tout cela se déroule dans une ambiance apaisée, conviviale, que la sécurité, bien sûr, prime. Ce sont quand même des défis incroyables pour ce petit émirat dans un contexte aussi complexe, troublé. Il y a des guerres, et donc relever ce défi serait vraiment quelque chose d'exceptionnel après l'organisation en 2006 pour ce jeune émir, il y a 15 ans, des Jeux asiatiques, mais là, avec une portée internationale autrement plus considérable. Et ce serait, en plus de ça, la première fois, donc, comme je le disais, qu'un État arabo-musulman organise cet événement d'ampleur. Donc, le Qatar veut marquer, bien sûr, son empreinte. Et avec cet événement, le Qatar s'est également efforcé de répondre à un certain nombre de défis et de critiques sur le traitement de ces travailleurs immigrés, notamment du sous-continent indien, ces travailleurs qui ont donc des conditions de travail extrêmement difficiles, pas simplement au Qatar, mais dans toute la région. Et donc, il a fallu réformer ce système de la kafala, de créer des syndicats, d'ouvrir un bureau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et donc, le Qatar s'est également efforcé de s'ouvrir un peu et de se moderniser sur le plan politique en organisant des élections législatives promises depuis près d'une décennie par l'émir père. Donc voilà, le Qatar veut, par cet événement, répondre aussi systématiquement aux critiques et améliorer bien sûr son image, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de choses à améliorer, notamment sur la condition des travailleurs immigrés. Mais ça ce seront certainement des réformes qui vont faire aussi boule de neige dans les autres monarchies du Golfe, parce que ce qui était compliqué, ce qui est compliqué à comprendre souvent pour les observateurs, et notamment les Occidentaux, c'est que ce ne sont pas forcément les dynasties régnantes qui rechignent à réformer ce code du travail, mais plutôt les services, le secteur privé qui est dominé par des grandes oligarchies marchandes et qui, bien sûr, comme tout secteur privé, veut d'abord le rendement et le plus de rendement, et pas forcément la sécurité pour les travailleurs, plus de droits, etc. Donc, c'est aussi une négociation interne qui était difficile. Cette question, elle est assez large. En ce qui concerne le gouvernement français, le Qatar est l'un des pays du Golfe avec lequel il a les relations les plus étroites, hein, tout comme avec les Émirats arabes unis. La France a signé un accord de défense avec le Qatar. La France, évidemment, est l'un des principaux pourvoyeurs d'armement et de technologie au Qatar. Et puis, il y a beaucoup d'échanges, de dialogues sur le plan diplomatique. Le Qatar, qui organise énormément de forums internationaux, mondiaux, c'est aussi l'occasion pour les chercheurs français, des journalistes, etc., d'avoir accès un petit peu à tous les débats et tout le spectre de la politique étrangère du Qatar. Donc, de ce point de vue-là, c'est très dynamique. Maintenant, la perception en France, je veux dire du public et des médias, c'est qu'on revient toujours sur l'image d'un émirat très richement doté, bien sûr, très peu peuplé, ça, d'accord, avec toujours des intentions finalement suspectes. Car le Qatar assume son identité conservatrice, musulmane, et donc, même s'il a modernisé son image
en tant qu'émirat, avec donc tous ces forums mondiaux, etc. Le fait aussi d'acheter le PSG et d'avoir une diplomatie du sport, tout un soft power sur le plan culturel aussi. Il n'empêche que, voilà, ça reste un émirat wahhabite conservateur, mais qui, à mon avis, a su quand même moderniser cette image. Il n'empêche que, je sais pas, dans les médias, l'inconscient un peu, l'imaginaire collectif, toujours, on revient à cette image d'émirat qui soutient toujours, bien sûr, les courants islamistes. Et donc, il y a toujours une suspicion derrière, en se demandant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces investissements? C'est vraiment quelque chose qui reste très ancré et très fort. Alors qu'un pays comme les Émirats arabes unis, qui évidemment ne soutient pas du tout le courant des frères musulmans, mais qui est un émirat, enfin qui est une fédération d'émirats, pardon, très autoritaire, également très conservateur, n'a pas du tout cette image, a plutôt cette image, une image de pays néolibéral, toujours cette image des records. On le voit avec l'Expo universelle, on met une image assez lissée finalement. Peut-être parce qu'il y a cette même phobie aussi des courants islamistes qui dominent le débat identitaire aujourd'hui en France, hein. Donc, il me semble que cette image d'un Qatar très conservateur, toujours avec des arrière-pensées, reste encore très, très, très fort, malgré le fait que la relation diplomatique entre les deux pays est au beau fixe, est excellente et où il n'y a absolument aucun malentendu.